Histoire commence avec un père qui donne à son fils un collier qui appartenait à sa mère. Le père dit à son fils de le porter lorsqu'il a des problèmes qu'il ne peut pas résoudre. Le fils demande à son père qui est sa mère, mais à ce moment-là, le père a disparu. Le protagoniste s'est soudain réveillé à l'hôpital, le corps bandé, et il s'est demandé ce qui lui était arrivé. Infirmière est venue le voir et s'est réjoui que le protagoniste ait repris conscience. Mais quand il l'a vue, il a été très surpris car elle était incroyablement belle. Elle lui a dit qu'il avait sauvé une petite fille et qu'il avait failli être renversé par une voiture. Le protagoniste s'en est souvenu, mais il ne savait pas si l'enfant allait bien. Soudain, la mère de cette petite fille s'est approchée de lui, l'a remercié et lui a dit que sa fille allait bien. Elle lui a demandé comment il se sentait. Protagoniste a répondu qu'il se sentait beaucoup mieux, mais peut-être qu'à cause de l'accident, il a commencé à avoir des visions. La mère de l'enfant a dit qu'il lui donnerait assez d'argent pour la dédommager, et lui a demandé de ne pas lui trouver d'excuses ou de la faire chanter. Il lui a dit qu'elle l'avait mal compris et qu'il ne la trompait pas. Soudain, elle lui a demandé si $1 million serait suffisant. Puis elle s'est assise sur une chaise et a demandé s'il voulait $2 millions. Protagoniste était très en colère contre elle car il n'avait pas sauvé l'enfant à cause de l'argent. L'infirmière lui a dit qu'il ne pouvait pas se lever car il n'était pas encore rétabli. Il a commencé à sortir mais elle lui a demandé s'il voulait peut-être $5 millions. Personnage principal a répondu qu'il n'avait rien besoin d'elle parce qu'on ne peut pas mesurer la vie d'un petit enfant avec de l'argent. Il est sorti dans le couloir et ne pouvait pas croire qu'il y avait des parents aussi stupides. La fille qu'il avait sauvée est sortie pour le rencontrer connu et l'a appelé son frère, elle a commencé à pleurer et l'a remercié de l'avoir. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de la remercier car il ne regrettait pas de l'avoir sauvée. Le protagoniste s'est approché de l'infirmière et lui a demandé s'il pouvait lui demander une petite faveur. Elle était très timide et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Il lui a demandé de l'argent parce qu'il devait rentrer chez lui, mais il n'avait pas d'argent. L'infirmière a été surprise parce qu'elle pensait qu'il était riche parce qu'il venait de donner $5 millions, mais il n'était probablement qu'un pauvre étudiant. Elle lui a donné un peu d'argent et il lui a dit Xiang et qu'il la rembourserait bientôt. Elle s'appelle Bei et elle lui a dit de garder l'argent et de ne pas la rembourser. Xiang a dit partir et qu'un jour il trouverait un moyen de la remercier. Bei se demandait qui. Rentra chez lui et fut surpris de constater qu'il n'y avait encore personne. Il entra dans sa chambre et se souvint des paroles de son père, qui lui avait dit qu'il se trouverait dans une situation qu'il ne pourrait pas résoudre ou qu'il sentirait un changement important dans son corps, et qu'il devrait alors porter le collier. En ce moment, il était gravement blessé et avait acquis la capacité de voir à travers les objets, ce moment devait être arrivé. Il mit le collier autour de son cou et s'exclama devant son père que ce jour était arrivé. Soudain, il a perdu connaissance et a vu la fille avec laquelle il prenait sa douche. Le soir, il s'est réveillé, la lueur du pendentif avait disparu et il n'a pas réalisé ce qui s'était passé. Il a senti que ses blessures avaient également guéri, décidé d'aider. Xiang a vu qu'en enlevant les bandages, sa peau commençait à peler, il a donc décidé de prendre une douche. Mais quand il est entré dans la douche, il a vu qu'il y avait une fille qu'il ne connaissait. Elle lui a demandé avec surprise, qui était-il? Mais à ce moment-là, une autre fille est entrée dans la douche et a demandé ce qui se passait ici. Dans la chambre et la blonde l'a traité de pervers, mais l'autre fille lui a dit qu'il s'appelait Xiang et qu'il était son cousin. Elle lui a dit de lui dire immédiatement où il était depuis 2 jours, car elle avait essayé de l'appeler, mais son téléphone ne fonctionnait. Xiang était surpris, car il ne savait pas qu'il avait été à l'hôpital pendant 2 jours entiers. Elle lui a dit qu'après 2 jours d'absence, elle l'avait trouvé en train d'épier son ami. Xiang a dit qu'il n'était pas coupable, d'ailleurs, elle était couverte d'une serviette, donc il ne pouvait rien voir de toute façon. L'ami portait effectivement une serviette, elle s'est demandé s'il ne l'épiait pas, alors qui était-il? Soudain, ils se rencontrent à nouveau et il dit, surpris, un ours en peluche. Elle se fâche et dit à son ami que son cousin est très étrange. Le lendemain, Xiang se rend au terrain de sport pour se remettre de ses blessures. Il remarque qu'après avoir porté le collier, son corps devient plus léger et que sa force et sa vitesse augmentent également. Soudain, un vieil homme s'approche de lui et lui dit qu'il est en bonne forme, il demande à Xiang s'il a déjà fait du service militaire auparavant. Répondit qu'il n'avait pas encore servi dans l'armée car il n'avait que 19 ans.
Le vieil homme lui proposa alors de s'entraîner. Mais Xiang refusa car c'était une mauvaise idée de se battre contre le vieil. Soudain, le vieil homme donna un coup de pied dans un gros béton et lui demanda ce qu'il en pensait maintenant. Supposez qu'il s'agissait d'un artiste martial et qu'il ne pouvait pas manquer une telle opportunité. Il s'est incliné devant lui et a demandé au vieil homme de l'éclairer. Le vieil homme a accepté et à ce moment ils ont commencé à se battre. Le vieil homme a saisi son bras et a voulu utiliser une technique spéciale, mais comme le corps de Xiang est devenu plus léger, il a pu sauter loin de lui. Le vieil homme l'a félicité, grand mouvement et un corps fort, mais il a dit que c'était son tour. Il a commencé à l'attaquer, mais pour une raison quelconque, Xiang a vu la trajectoire de toutes ses attaques. Xiang a esquivé et a même pensé qu'il pourrait le vaincre. Soudain, il a attaqué le vieil homme et il s'est demandé s'il pouvait voir les faiblesses de sa technique. Évident pour lui que Xiang n'avait jamais appris les arts martiaux, mais il attaquait toutes les faiblesses. Après quelques minutes, le vieil homme lui a demandé d'arrêter, il a dit qu'il s'appelait Kim et lui a demandé quel était son nom. Xiang appelle le vieil homme un gentleman et lui dit son nom. Kim se demande comment Xiang a pu voir les faiblesses de sa technique, répondu que ce n'était qu'une coïncidence et qu'il avait beaucoup de chance. Kim a dit que de nos jours, il était rare de trouver des personnes talentueuses comme lui et que s'il passait par la villa Greenwood, il pourrait s'y rendre et leur dire qu'il venait de la part de Monsieur Kim. Xiang a dit qu'il irait certainement là-bas. Après un certain temps, Xiang est allé à l'école et il a dû étudier dur ne restait que 12 jours avant les examens. Il voulut entrer dans la salle de classe mais soudain il rencontra une fille, quand elle le vit elle était très timide. Elle lui dit qu'elle pensait que quelque chose lui était arrivé car il avait disparu depuis quelques jours. Xiang lui demanda si elle pensait qu'il était mort parce qu'elle l'avait quitté. Elle y a réfléchi car elle ne voulait pas le quitter, mais elle a dû le faire car il était pauvre. Un type est venu dans leur classe et lui a dit qu'il lui avait apporté un petit déjeuner français. Il a vu Xiang et lui a dit qu'il pensait qu'il était mort parce que... Mais la fille a demandé à Shao de ne pas dire. Shao est allé le voir et l'a traité de bachoteur qui ne pouvait même pas garder une fille et lui a dit que cela ne servait à rien qu'il fasse des études. Mais à ce moment-là, une fille rousse s'est approchée et a demandé à Shao de quelle classe il était et pourquoi diable il était venu dans leur classe et avait commencé à embêter ses camarades de classe. Shao a répondu que cela n'avait rien à voir avec elle et lui a demandé de ne pas intervenir. Shi lui a demandé ce qu'il lui ferait si elle intervenait. Xiang voulait la calmer, mais Shi a dit qu'elle méprisait les intellos comme lui, mais comme il était son camarade de classe, elle devait le protéger. Xiang a dit qu'il ne voulait rien d'elle, mais qu'elle était en colère contre lui parce qu'elle voulait le protéger. À ce moment-là, le professeur est entré dans la classe et a dit à tout le monde de s'asseoir et a annoncé qu'il y aurait un examen blanc aujourd'hui. Elle a dit à Xiang qu'il n'avait pas fini et qu'il parlerait plus tard. Shi a voulu quitter mais le professeur l'en a empêché, mais elle a demandé à ses amis de passer l'examen blanc pour elle. Après quelques minutes, le professeur a distribué des feuilles de questions. Mais à ce moment-là, Xiang ne pouvait pas y croire, alors qu'il regardait les questions et que les réponses lui venaient toutes seules à l'esprit, il n'avait même pas besoin de compter. Après 5 minutes, il a rendu le papier, mais le professeur lui a demandé comment il pouvait écrire si vite, tout. Il n'aurait pas dû écrire au hasard parce que Xiang est un étudiant assidu et que l'examen d'entrée arrive bientôt. Mais Xiang a dit qu'il avait répondu à toutes les questions et lui a suggéré de les vérifier. Après un moment, 2 amis ont couru vers Shi et lui ont dit qu'ils avaient tout écrit pour elle. Shi a vu que Xiang était également sorti très rapidement et leur a demandé pourquoi il était sorti si tôt. Ils ont répondu que Xiang avait peut-être répondu à toutes les questions au hasard. Soudain, il a été arrêté par Shao et certains de ses amis. Les amis ont demandé à Shi s'il ne devait pas l'aider mais Shi a répondu qu'il l'aiderait un peu plus tard, après que Shao et ses amis l'aient un peu tabassé. Shao a dit qu'il avait honte de lui pour ne pas avoir touché Wen, même si c'était une fille si gentille. Xiang a répondu qu'il n'était pas en couple depuis longtemps et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle. Shao lui a dit qu'il ne méritait pas de se battre contre lui pour la fille, parce que Xiang avait déjà perdu. Mais Shao ne pouvait, il voulait donc le battre pour que Xiang oublie complètement Wen. Mais soudain, Xiang a commencé à répéter les techniques et les mouvements qu'il avait vus chez Maître Kim, puis Xiang l'a frappé en plein visage. Ses amis et Shi étaient sous le choc et n'arrivaient pas à y croire. Ses amis étaient très en colère contre lui, car personne n'avait jamais osé frapper Shao auparavant, ils ont commencé à l'attaquer, mais Xiang les a facilement vaincus.
Les étudiants étaient surpris et ont demandé qui se battait comme ça. L'un d'eux l'a reconnu et a dit que c'était Xiang et qu'il était considéré comme le meilleur élève de sa classe, mais une étudiante ne comprenait pas qui il était pour avoir osé battre Shao. Un ami a demandé à Shi si Xiang avait toujours été aussi bon au combat. Mais Shi ne les a pas écoutés car il a toujours rêvé de devenir une héroïne et si elle pouvait apprendre quelques mouvements de lui, son rêve pourrait devenir réalité. Xiang l'a prévenu qu'il n'était pas quelqu'un qu'il pouvait blesser et lui a dit de ne pas lui revenir en pleine figure sinon il les battrait à nouveau. Il voulait partir, mais à ce moment-là, Shi a couru vers lui et lui a demandé de lui enseigner les arts martiaux. Mais il l'a repoussé et a dit qu'il ne connaissait pas les martiaux. Mais elle ne l'a pas cru parce qu'il venait juste de battre 4 gars sans aucun problème et il s'agit donc bien d'un. À ce moment-là, des gens sont venus voir Monsieur Kim et lui ont rapporté ce qu'il leur avait demandé. Ils ont découvert qu'il s'appelait Xiang et qu'il avait 19 ans, que sa mère avait disparu après l'accouchement et que son père était mort lorsqu'il avait 14 ans, et qu'il étudiait maintenant au lycée de Jianghe avec d'excellentes notes. Et il y a quelques jours il a sauvé la vie de sa fille Ryu, qui est une femme d'affaires de la famille Zen, l'une des 4 grandes familles de Jianghe. Xiang a quitté l'hôpital sans recevoir de compensation, il vit maintenant dans la maison de son cousin qui travaille dans différents endroits pour gagner de l'argent. Kim a demandé s'ils avaient pu trouver quelque chose sur son père et sa mère. Répond que toutes les informations sur ses parents sont classifiées, son père est classifié A et sa mère est classifiée S, et qu'ils n'ont pas l'autorité nécessaire pour. Kim demande ce qu'il en est de Kicksand. On lui répond qu'ils ont dû le repérer aussi, mais il ne semble pas qu'ils veuillent le tuer, ils veulent probablement prendre certaines des affaires de Xiang. Récemment, Jianghe a été troublé, donc Kim a dû quitter la ville, il a dit à ses hommes de rester ici protéger Xiang et de tuer quiconque tenterait de lui faire du mal. Mais Xiang est très sensible et peut les repérer s'il commence à suivre. Kim leur a dit de le protéger à distance et de lui signaler toute activité des sables mouvants car personne d'autre que n'oserait perturber son territoire. À cette époque, un éclaireur est venu voir l'organisation des assassins des sables mouvants et a demandé à leur bas quand ils allaient frapper. Il a répondu qu'il était trop tôt et leur a dit de continuer à le surveiller, qu'ils l'attaqueraient dès qu'ils auraient découvert l'emplacement du rouleau secret. Le seigneur a dit que si quelqu'un l'attaquait, il serait tué. Xiang marchait dans une rue commerçante et Shi n'arrêtait pas de lui demander quand il lui enseignerait les arts martiaux. Il a répondu qu'il n'était pas un maître et qu'il ne connaissait que quelques techniques qu'il transmettrait à sa femme et à ses enfants dans le futur. Dans ce cas, elle a suggéré qu'il l'épouse, car elle pourrait ainsi obtenir des arts martiaux. Xiang a répondu qu'il n'épouserait pas ce n'a pas de visage et de sein. Elle lui a demandé de ne pas être si exigeant et de profiter de ce qu'il a. Soudain, elle l'a attrapé et lui a dit qu'il y avait des billets de loterie à vendre et lui a proposé d'essayer. Il a dit, elle d'acheter des billets de loterie puisque sa famille est déjà très riche. Shi a répondu que c'était un test de chance et que l'argent n'était pas la chose la plus importante. Elle est allée au kiosque et a voulu acheter des billets instantanés. Mais l'un des visiteurs s'est moqué d'elle en disant que les petits-enfants ne connaissaient rien aux loteries. Shi s'est mise en colère contre lui et lui a dit qui était-il pour lui parler comme ça? Mais Xiang les a arrêtés et a dit qu'il voulait aussi jouer à la loterie. Le visiteur a gagné $50 et a dit que c'est ainsi que l'on gagne de l'argent. Xiang, grâce à ses compétences, a tiré la loterie et a gagné $800. Il a demandé au vendeur de lui donner $700 et pour les $100 restants, il lui a donné d'autres billets de loterie. Mais Shi a voulu l'arrêter car il ne pouvait pas être un joueur. Le visiteur s'est à nouveau moqué d'eux car il avait vu de nombreuses fois des gens gagner de l'argent, il perdait presque immédiatement la totalité de la somme. Mais après quelques minutes, Xiang sortit plusieurs billets gagnants avec de grosses sommes d'argent. Shi lui dit qu'il devrait lui apprendre à faire cela, car il avait acheté plusieurs billets de loterie et avait pu gagner plus de $5000. Il lui demanda si elle lui avait récemment demandé de lui enseigner les arts martiaux, mais que maintenant elle lui demandait de lui apprendre à trouver des billets de loterie gagnants. Xiang appela sa cousine et lui raconta que son téléphone était tombé en panne il y a quelques jours, et qu'il s'était donc acheté un nouveau téléphone. Après quelques minutes, elle lui a demandé une chose. Il a ailé un taxi et a dit à Shi de ne pas le suivre car il avait des choses importantes à faire. Xiang est arrivé à Antique Street, il n'arrivait pas à croire que sa cousine lui avait demandé de faire semblant d'être son petit ami à ça. Il avait complètement oublié sa fête d'anniversaire, refuserait-il devait choisir un bon cadeau pour elle. Soudain, Maître Chou est arrivé au marché,
c'est un expert en évaluation d'antiquité. Xiang a réalisé qu'il y avait des objets de valeur ici, mais s'il n'y avait pas eu sa super vue, il n'aurait pas compris. Xiang pouvait faire la différence entre le faux et l'original. Soudain, il a sauté pour acheter un objet précieux, le garde du corps voulait le tordre, mais Shu leur a dit d'arrêter. Xiang a demandé au vendeur combien valait ce jade. Vendeur a dit qu'il pouvait voir la sincérité dans son cœur et qu'il était prêt à le vendre pour seulement 8000 $. Xiang a dit que c'était trop cher et qu'un simple étudiant n'avait pas autant d'argent. Maître Shu a remarqué que Xiang avait un bon œil et a décidé de l'aider cette fois. Le vendeur a vu Maître Shu les regarder et a eu peur qu'il vienne le voir et le dénonce. Xiang a dit qu'il savait aider qu'il s'agissait d'un faux et lui a proposé 2000 $. Mais le vendeur a dit qu'il ne pouvait pas le vendre pour moins de 5000 $. Xiang a accepté mais lui a demandé d'ajouter quelques pierres inutiles. Le vendeur était d'accord avec l'accord. Maître Shu l'a complimenté vendre pour moins de 5000 $ que Xiang était un bon négociateur et savait choisir les bons mots. Mais il était désolé pour lui parce qu'il était tombé dans le piège. Puisque ce jade ne valait que 200 $, mais qu'il l'avait acheté pour 5000 $. Xiang a demandé, vraiment, et à ce moment-là, il a jeté le jade qui s'est écrasé sur le sol. Shu a demandé s'il savait vraiment que c'était un faux. Xiang se moque, tu veux dire que j'ai aussi un bon œil? Il voulait acheter autre chose, une ancienne relique condensée après la mort d'un moine important. Xiang n'avait entendu parler de telles reliques que dans les légendes, il n'avait jamais pensé qu'il pourrait en obtenir une. Maître Shu y a réfléchi, après tout les biens de sa famille étaient maintenant entre les mains de son neveu et il essayait de recruter des talents depuis des années, dans l'espoir de récupérer un jour tout ce qui lui appartenait. Et peut-être que Xiang, ce type, est justement l'un de ces rares talents qu'il recherche. Shu l'a arrêté et lui a demandé s'il voulait avoir une petite compétition avec lui. Xiang a demandé quel genre de compétition et dans quel domaine. Les gens le traitent d'ignorant car il ne connaît même pas les compétences de Maître Shu, mais un autre dit que si Maître Shu propose d'avoir une compétition, alors naturellement ce sera dans l'évaluation d'antiquité. Shu dit qu'il est un évaluateur célèbre dans la rue des antiquités et lui demande s'il est d'accord avec sa proposition. A accepté et a dit qu'il lui donnerait sa vie s'il perdait, mais que s'il gagnait, Shu devrait acheter tout ce que Xiang choisirait. Shu a ri et a demandé ce qu'il pourrait faire de sa vie. A répondu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Shu a répondu que dans ce cas, cela lui servirait s'il perdait. Après quelques minutes, une table a été apportée et de nombreuses antiquités y ont été déposées. Shu a suggéré qu'il choisisse 3 objets authentiques et que s'il les nommait correctement, il. Xiang a répondu qu'il était prêt à accepter la défaite ou il choisirait au moins un faux objet. Shu a dit qu'apparemment il avait une grande confiance en ses compétences. Xiang a choisi une boîte et Shu a dit que c'était le bon choix car c'était la boîte de nettoyage utilisée par l'impératrice douairière Cixi de la dynastie Qin. Xiang lui a demandé s'il pouvait casser les faux pour prouver ce qu'il avançait, Shu a répondu par l'affirmative, car il avait les moyens de les payer tous. À ce moment-là, Xiang a pris un vase et l'a brisé, les gens qui le regardaient ont été choqués car il avait l'air vrai. Mais il s'est approché des tessons et leur a montré le sceau de l'entreprise. Shu lui a demandé comment il s'était rendu compte qu'il y avait un sceau à l'intérieur du vase. Xiang a répondu que c'était simplement parce qu'il était doué pour les antiquités. Après quelques minutes, Xiang a commencé à briser un faux après l'autre, et soudain Shu a dit que Xiang avait gagné et qu'il pouvait choisir n'importe quel objet. Xiang a un bracelet et a dit qu'il le choisissait. Shu était surpris, car ce bracelet n'était qu'un objet mineur qu'il avait mis pour l'embrouiller, il ne comprenait pas pourquoi Xiang l'avait choisi. Mais à ce moment-là, Xiang s'est mordu le doigt et a fait couler du sang sur le bracelet. Tout le monde a immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'un jade de sang, beaucoup de gens ont commencé à lui offrir $1 million, mais d'autres étaient prêts à payer $2 millions. Xiang était sur le point de partir mais a été arrêté à nouveau par Shu, il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il pensait de lui mais a proposé de devenir ami. Xiang a réfléchi, son monde a changé radicalement depuis qu'il a obtenu cette capacité, peut-être qu'il pourra bientôt commencer à explorer les secrets de ses parents. Xiang a accepté sa proposition de devenir ami, puisqu'il a maintenant besoin de se faire des relations et de se faire un nom significatif. Xiang et Shu discutaient dans la rue, mais à ce moment-là, une voiture s'est arrêtée près d'eux et des gens en sont sortis, l'un d'eux a demandé, « Alors c'est lui Xiang, n'est-ce pas ? Il y a quelque temps, à l'hôpital de Jianghe. »
Shao était assis sur les toilettes et ressentait de fortes douleurs. Le père de Shao a demandé au docteur Li les résultats de l'examen, mais Li a dit qu'il n'y avait pas de résultats, parce qu'il est impossible d'examiner un patient qui ne peut même pas passer une demi-minute sans aller. Li a dit de vérifier ces tests pour écarter d'éventuels facteurs liés à des substances interdites. Un assistant est venu les voir et leur a dit qu'ils avaient appris de Shao qu'il avait eu un conflit avec un étudiant appelé Xiang et qu'il lui avait dit de vérifier s'il avait la diarrhée à son retour à la maison. Le père s'est indigné en disant que c'était probablement l'œuvre de cet étudiant appelé Xiang. Il a demandé s'ils avaient envoyé quelqu'un. Assistant répondit qu'il avait envoyé Azan avec 2 subalternes pour contrôler. À ce moment-là, Azan vint voir Xiang et lui dit qu'il devait immédiatement partir à sa recherche. Xiang répondit qu'il n'avait pas à partir et demanda qui. Mais Shu lui demanda d'être prudent car son nom est Azan et il est le garde du corps personnel de Shu Shaohua, il est très fort, il demanda comment il pouvait même le provoquer. Azan répondit que puisque Shu était l'oncle de leur maître, il pouvait le laisser partir s'il n'intervenait. Xiang se demanda s'ils étaient vraiment de la même famille. Soudain, Shu dit que Xiang est son ami et qu'il n'osera pas le toucher tant qu'il sera ici. Mais à ce moment-là, Azan attaqua ses gardes du corps et Shu s'exclama, pense-t-il vraiment qu'il peut tout faire parce que Shaohua est derrière lui? Azan demanda à ses assistants d'attraper immédiatement Shu, mais lorsqu'ils le touchèrent, Xiang frappa 2 de ses assistants. Xiang lui demanda s'il voulait toujours attraper quelqu'un, mais Xiang s'est rendu compte qu'Azan avait l'air très fort. Azan a répondu que Xiang était un bon combattant, mais qu'il était malheureusement trop jeune. Il a demandé à Xiang quel était son lien avec Monsieur Kim. Mais Xiang a dit que maintenant il n'y avait pas besoin de ces discussions inutiles et que s'il voulait attaquer, il devait le faire de la manière la plus appropriée, car s'il avait vraiment un lien avec Monsieur Kim, il aurait appris plus de techniques. Azan s'est mis en colère et a dit. Xiang a compris qu'eût se battre contre lui, mais il n'était pas sûr de gagner, car la force d'Azan était impressionnante. Mais à ce moment-là, les hommes masqués en noir se sont approchés d'eux savaient que c'était Azan car il était un célèbre garde du corps. Azan a eu très peur en les voyant car ils appartenaient à l'organisation Kicksand. Ils lui ont dit que s'ils savaient qui ils étaient, pourquoi diable se tenaient-ils ici, ils lui ont dit de sortir d'ici car ils avaient une affaire importante avec Xiang. Azan a dit qu'il avait des ordres et qu'il devait emmener ce gamin, mais qu'il ne voulait pas entrer en conflit avec eux et a demandé s'il y avait un moyen de négocier. Ils ont répondu que c'était impossible car ce type était recherché par quelqu'un au sommet de l'organisation. Azan savait qu'il s'agissait d'une organisation de tueurs connus, même s'il pouvait gagner maintenant, cela ne ferait que les provoquer et il ne pouvait pas se permettre d'y offenser. Il n'avait pas d'autre choix et il est allé voir ces hommes et leur dit de se lever immédiatement alors qu'ils partaient, mais Xiang ne comprenait pas ce qu'il se passait. Après tout, même Azan n'avait pas osé s'opposer à ces hommes masqués et pourquoi avait-il choisi de le sauver? Ils commencèrent à s'approcher de lui et Xiang demanda, effrayé, qui était-il? Ils voulaient juste quelque chose de lui, ils exigeaient de lui la relique que son père lui avait laissée. Xiang resta stupéfait et ne savait pas quoi leur répondre. Ils dirent que la relique était un certain parchemin qui appartenait à son père, ils lui donnèrent une semaine pour trouver et leur apporter la relique, sinon il serait cruel. Xiang répondit qu'il ne se souvenait pas que son père lui ait laissé un parchemin, alors où pourrait-il l'obtenir? Ils ont répondu qu'ils s'en fichaient et que s'ils ne trouvaient pas le rouleau, ils mourraient d'une mort atroce. Xiang a dit qu'il ne savait pas où le chercher et a demandé pourquoi ils ne lui en disaient pas plus sur ce qu'ils voulaient qu'il. Mais ils l'ont ignoré, et Shu lui a alors demandé ce qu'il voulait qu'il fasse. A répondu que ces gens l'avaient peut-être simplement confondu avec quelqu'un d'autre, mais Xiang a réalisé qu'il n'avait qu'une semaine et qu'il devait maintenant retourner à l'ancienne maison et chercher, mais avant, il devait terminer les affaires du jour. Le soir, sa cousine fêtait son anniversaire dans un restaurant haut de gamme. Un homme s'est approché de lui avec un magnifique bouquet de fleurs, il a décidé de lui offrir son cadeau. Il s'appelle Wang et sa famille est l'une des 4 principales familles de Jianghe. King Xu était contrarié parce qu'elle ne voulait pas le voir et que Xiang était en retard, il était censé être son petit ami. Mais à ce moment-là, son ami est arrivé, elle s'est excusée d'être en retard et lui a donné un cadeau. Quand elle l'a vu, elle n'en a pas cru ses yeux parce que c'était une antiquité chère et très rare, les gens disaient qu'aujourd'hui personne ne lui donnerait quelque chose d'encore plus précieux. Wang ne s'attendait pas à Sun Femme, mais il a compris que les femmes ne sont pas ses concurrentes et qu'il doit juste surpasser tous les hommes.
Il s'est agenouillé et a voulu lui donner une bague, il lui a demandé d'accepter son amour. King-Su ne s'attendait pas à cela et ne savait pas comment réagir. À ce moment-là, tous ses amis et invités lui ont demandé d'accepter son cadeau, elle l'a fait. Wang a choisi l'atmosphère parfaite et sous une telle pression, elle ne peut pas refuser. Mais à ce moment-là, Xiang est arrivé et s'est excusé d'être en retard. King-Su lui a pris la main et lui a dit qu'il était son petit ami. Wang n'a pas compris quel genre de clochard il était, car ses vêtements étaient froissés et ses chaussures sales, ce qui signifie qu'il n'a même pas de voiture. Il a dit que son petit ami était apparemment venu les mains vides et qu'il ne lui avait même pas acheté de cadeau. King-Su a répondu qu'elle était heureuse d'être simplement près de lui. Mais Xiang a demandé avec surprise si elle pensait vraiment qu'il viendrait la voir sans cadeau. Il sortit un bracelet qu'il avait gagné de Shu. King-Su n'en revenait pas, c'est un bracelet de jade sanguin et c'est un trésor inestimable. Elle lui demanda où il l'avait eu. Répondit que ce n'était pas un objet bon marché que l'on pouvait acheter dans n'importe quelle boutique. King-Su lui demanda tranquillement s'il faisait quelque chose d'illégal et où il avait trouvé autant d'argent pour l'acheter. Xiang lui a dit que ce n'était pas tout son cadeau et lui a demandé de l'accompagner. Ils sont allés à la porte mais King-Su pensait que c'était juste un couloir mais dès qu'elle a ouvert la porte, des pétales de fleurs l'ont saupoudré. Il y avait des gens en costume dans le couloir et ils lui ont souhaité joyeux anniversaire en même temps. Ils sont sortis et un bâtiment avait une déclaration d'amour écrite dessus. Elle était incroyablement contente, mais si seulement c'était son vrai petit ami. Mais à ce moment-là, elle s'est surprise à penser qu'elle ne pouvait pas y penser parce que Yang était son cousin. Mais Xiang savait que Maître Shu avait fait tout cela. Après la fête d'anniversaire, ils sont montés dans la voiture et Xiang lui a dit que Maître Shu avait tout organisé, elle l'a remercié pour tout. Shu a répondu qu'elle avait mal compris, car le bracelet de jade sanguin était entièrement le mérite de Xiang, il l'avait trouvé parmi la pile d'antiquités grâce à ses compétences. King-Su ne pouvait pas croire que c'était vrai et elle ne comprenait pas quand Xiang était devenu un expert en évaluation d'antiquités. Alors qu'elle roulait sur l'autoroute aperçut soudain une femme avec une petite fille dans une camionnette. Xiang demanda à Maître Shu de suivre cette camionnette, Shu ne comprenait pas pourquoi, mais s'il le disait, il n'y avait plus de place pour le doute. King-Su lui demanda ce qui se passait. Xiang se tourna vers Shu et lui demanda d'emmener King-Su et son ami dans un endroit sûr, après avoir rattrapé la camionnette, et après avoir appelé la police pour les informer qu'une femme nommée Ryu et sa fille ont été kidnappées. Les kidnappeurs l'ont emmené dans un hangar abandonné et l'ont laissé là. Ryu a dit qu'elle savait qui les avait envoyés ici, après tout ce sont les gens qui veulent prendre une partie des actions de sa société. Les bandits ont dit que si elle savait, elle n'avait qu'à se taire, besoin d'enregistrer une vidéo d'elle et ensuite ils partiront. Les bandits ont attrapé sa fille et ont commencé à l'emmener dans une autre pièce. Ryu a eu très peur et a commencé à pleurer. Mais à ce moment-là, Xiang est arrivé et leur a conseillé d'arrêter car la police serait là dans quelques minutes. Ils devaient terminer l'affaire le plus vite possible, donc 3 bandits l'ont attaqué. Mais Xiang n'a eu aucun problème à. Les bandits étaient très fâchés, les a interrompus à mi-chemin. Et comme la mission a échoué, il devait finir le travail, alors il a sorti un pistolet et a tiré sur Ryu. Mais au dernier moment, Xiang l'a protégé et la balle l'a touché. Le bandit a ri de la situation parce que personne ne lui a demandé d'être un héros. Il s'est approché de Ryu et a voulu reprendre là où ils en étaient restés. Mais dès qu'il s'est approché d'elle, Xiang s'est levé et a sauté sur le bandit, touché et a perdu connaissance. Il était très malade et la douleur de la balle était insupportable. Il lui a dit qu'il devait partir d'ici immédiatement. Ryu lui a dit d'appeler une ambulance car il était blessé par balle. Mais il ne voulait pas aller à l'hôpital et a suggéré qu'ils aillent chez lui car sa maison n'était pas loin d'ici. Ils sont allés chez lui et elle a enlevé la balle et l'a soigné. Elle lui a demandé pourquoi il ne voulait pas aller à l'hôpital, après tout, il saignait beaucoup et il était difficile de l'arrêter dans ces conditions. Mais il s'est rendu compte que son corps avait en quelque sorte changé et que s'il allait à l'hôpital, il deviendrait probablement un rat de laboratoire. Elle a remarqué qu'il avait quelque chose qui brillait d'un jaune éclatant dans sa poche, elle l'a sorti et ne s'est pas rendu compte de ce que c'est. Mais à un moment donné, l'orbe a commencé à devenir très chaud, elle n'a pas pu le tenir dans ses mains et il s'est dirigé vers la blessure par balle. Elle a ouvert le bandage et n'en a pas cru ses yeux car la blessure avait disparu. Sa fille est sortie de la chambre et lui a demandé quel était l'état de son frère aîné. Ryu répondit que Xiang allait bien et qu'il avait juste besoin de repos. Après un moment,
Xiang se réveilla et sentit une puissante aura en lui. Il vit Ryu dormir à côté de lui, il regarda la blessure mais il n'y avait rien d'autre que cette orbe jaune. Xiang supposa que cette sensation était due à. Il avait du mal à s'en rendre compte car beaucoup de choses lui étaient arrivées récemment qui avaient complètement changé sa vie normale. D'abord, il y avait un mystérieux pendentif, puis un maître en arts martiaux et enfin un maître en évaluation d'antiquité. Et pour une raison ou une autre, une organisation d'assassins. À ce moment-là, des membres de l'organisation sont venus le voir, ils lui ont dit qu'une semaine ne s'était pas encore écoulée mais qu'ils n'avaient même pas commencé à chercher. Ils lui ont donné une dernière chance et maintenant il doit trouver le parchemin aujourd'hui ou il mourra. Xiang a dit qu'il ne connaissait aucun parchemin, alors comment devrait-il le chercher? Ils ont dit, a-t-il vraiment décidé d'aller à l'encontre de l'organisation des sables mouvants? Quoi faire? Après tout, il avait développé des yeux spéciaux qui lui permettaient de voir leurs mouvements, mais il ne savait toujours pas de quoi ils étaient capables. Il se dit, va-t-il mourir aujourd'hui? Ils ont commencé à l'attaquer, les attaques étaient très rapides et il avait du mal à se concentrer. Mais il a réussi à arrêter l'attaque et a ensuite jeté l'un d'entre eux au loin. Il a reconnu la technique de combat de Monsieur Kim dans ce mouvement, il s'est dit qu'il était peut-être lié à lui, peut pas le sous-estimer. Et le laisser se cacher dans la villa de la forêt verte serait un problème. Soudain, Ryu est sorti de la maison et lui a lancé une casserole, mais il l'a facilement esquivée. Elle a dit aux gens de l'organisation de partir immédiatement. Ryu ne savait pas qui étaient ces gens et Xiang lui a dit de rentrer chez elle. Mais elle ne pouvait pas le laisser mourir parce qu'il lui a sauvé la vie, à elle et à sa fille. Xiang a ri parce qu'il la détestait vraiment au début. Et il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si courageuse, parce que dans ce cas, il ne peut certainement pas rec. Les membres de l'organisation ne comprenaient pas ce qui se passait et pourquoi il flirtait devant eux. Soudain, un homme en costume blanc est entré dans la pièce, membres de l'organisation l'ont reconnu. Il s'appelle Zhang Yuanon, c'est le premier maître de sabre au monde. Il a tué 2 membres de l'organisation d'un seul coup de lame et a dit au troisième de prendre leur corps et de partir. Zhang s'est approché du protagoniste et lui a demandé, c'est Xiang? Xiang dit oui, il est resté stupéfait car il était si rapide que même lui, avec ses capacités, ne pouvait pas voir ses mouvements. Zhang dit qu'il ressemble à son père et que son courage se ressent aussi en. Xiang est surpris et demande s'il a vraiment connu son père, Zhang lui dit de briser le collier qui pend sur sa poitrine. Mais Xiang demande pourquoi faire cela, après tout, c'est une relique qui lui a été laissée par sa mère. Zhang lui répondit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car ce pendentif avait été fabriqué par son père et que la vraie relique se trouvait à l'intérieur. Il n'avait pas d'autre choix et dut le briser, mais soudain, à l'intérieur du pendentif se trouvait un parchemin. Xiang réalisa quel parchemin les gens des sables mouvants parlaient. Zhang lui dit que son père voulait le protéger de tout cela, c'est pourquoi il a créé le pendentif et dit que c'était une relique que lui avait laissée sa mère. Xiang lui demanda quel genre de personne était son père. Répondu que son père voulait qu'il vive une vie ordinaire, paisible et tranquille, donc tout ce qu'il peut lui dire c'est que son père était un grand homme. Xiang a dit qu'après tout ce qui s'était passé, il ne pourrait plus vivre une vie paisible. Zhang a dit que c'était pour cela qu'il était venu ici, pour qu'il devienne son disciple. Xiang s'est agenouillé devant lui et a salué le grand maître. Zhang lui a répondu qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant les examens d'entrée et que son père voulait qu'il lui dit donc de bien faire et qu'il le prendrait comme élève à la fin de ses études. Après cela, Zhang disparut et Ryu lui demanda comment il se sentait, mais il l'ignora parce qu'il pouvait maintenant devenir plus fort et que ses yeux aideraient. Le lendemain, il arriva à l'école et Chili courut à nouveau vers lui, elle lui demanda quand il lui enseignerait les arts martiaux. Xiang lui répond qu'il doit d'abord apprendre lui-même les arts martiaux auprès de son maître. Mais elle lui demande s'il n'a pas dit qu'il enseignerait à sa femme, lui a répondu qu'elle n'était pas son. Chili a demandé, alors quel genre de fille aime-t-il? A dit au moins celle qui ne s'habille pas comme des clowns. Chili a dit à ses amis qu'elle l'aiderait à se changer. Xiang est venu au café et sa sœur lui a demandé s'il allait bien. Puisqu'il leur a fait très peur hier, et que Maître Chou a pris les choses en main, ne devrait-elle pas l'appeler pour le remercier? Leur a demandé de ne pas s'inquiéter, car il lui avait déjà parlé au téléphone. Mais ce n'est pas Xiang qui l'a remercié, c'est Chou qui a remercié Xiang, car Xiang avait accepté de participer au tournoi pour l'aider à régler l'affaire avec son neveu. Soudain,
une amie lui a pris un coca des mains et s'est exclamé à contre-séhur que c'était son coca à elle. Xiang s'est excusé et a dit qu'il l'avait fait accidentellement. La cousine a dit qu'elle avait une requête. Xiang a dit, puisqu'il est son cousin, ne devrait-elle pas le rabaisser, mais King Xu a répondu qu'au lieu de le supplier, il préférait lui commander. Elle a dit qu'elle voulait qu'il joue au basketball aujourd'hui pour leur département artistique. Mais à ce moment-là, leurs rivaux au basketball sont arrivés et la fille leur a demandé est-ce que King Xu cherche de l'aide? Fille aux cheveux roses a dit que tous les membres du département artistique sont des femmes et qu'ils ne peuvent même pas recruter le bon nombre d'hommes. Xiang lui a dit qu'elle était belle, parce qu'elle était grande, avait de longues jambes et une silhouette parfaite, et lui a dit de l'épouser. Mais elle a répondu qu'au lieu de compenser le nombre insuffisant de personnes avec des gars comme lui abandonner et accepter la défaite. Mais King Xu a dit qu'elle ne devrait pas se soucier de qui elle appelle pour l'équipe, et lui a demandé de ne pas oublier leur pari parce que si King Xu gagne, la fille aux cheveux roses devrait appeler sa grande sœur chaque fois qu'elle se rencontre. Mais elle lui a dit qu'elle appellerait elle-même sa grande sœur. Xiang a demandé, que se passera-t-il s'il parie lui aussi? La fille aux cheveux roses lui a demandé avec surprise quel genre de pari il voulait faire. Il lui répondit que si elle perdait, elle deviendrait sa petite femme et l'appellerait grand-mari à chaque fois qu'elle le rencontrerait. Elle se mit en colère et voulut lui donner un coup de pied, mais il l'arrêta à temps. Elle accepta ses conditions, mais s'il perdait, il devrait se promener dans toute l'école, complètement nu. Quelques heures plus tard, le match commença. La fille aux cheveux roses dit que cette fois-ci elle n'avait parié que sur un seul joueur de niveau 1 et que les autres seraient de niveau 2, elle a fait ça pour que King Xu ne dise plus qu'elle l'intimidait. Xiang a dit que s'ils étaient tous joueurs, ils n'atteindraient même pas le nombre minimum requis, mais King Xu a dit d'attendre. Après quelques minutes, ses amis sont arrivés, elle a dit qu'ils s'appelaient Peng et Yang. Soudain, toutes les filles se sont mises à encourager Li. Il a dit qu'il recevait des fleurs et des applaudissements partout où met tout ce qu'il veut, c'est une vie paisible et tranquille en tant que beau garçon. King Xu a été surprise parce qu'il était leur principal rival, c'est un joueur assez populaire. Xiang a ri parce que personne n'est venu soutenir leur équipe du département des arts. Mais à ce moment-là, l'ami de King Xu est arrivé et a dit qu'il serait leur principal soutien. Xiang l'a vu et son mode de regard transparent s'est activé. Après quelques minutes, toute l'équipe du département des arts Xiang s'est calmée et a espéré pour eux. Le jeu a commencé et après quelques secondes, les adversaires ont facilement lancé la balle en premier, Xiang a réalisé que ce ne serait pas facile. Après quelques minutes, Xiang a remarqué que son coéquipier essaie de contrôler la balle lui-même pendant un long moment, mais à la fin, il n'a donné la balle à personne. Après 10 minutes, le premier temps de jeu était terminé et leur coéquipier perdait avec un score de 400. À la mi-temps, 2 membres de l'équipe ont dit qu'il s'agissait de 2 professionnels et qu'ils ne pouvaient pas gérer 3 amateurs. L'un d'eux a répondu qu'ils avaient déjà expliqué la situation devant le joueur, alors pourquoi accusent-ils maintenant le fait qu'ils ont perdu, n'est pas qu'ils n'ont pas aidé, c'est qu'ils n'ont jamais donné la balle et n'ont joué qu'à 2. Il a dit qu'il s'en fichait et qu'il ne jouerait plus, d'ailleurs il ne pourrait pas égaliser le score de toute façon. L'ami a demandé à King Xu ce qu'il devait faire, parce que s'il partait, il n'aurait pas assez de joueurs. Mais ce type pouvait rester à une condition si King Xu et son ami le suppliaient de rester. À ce moment-là, Xiang a demandé aux 2 joueurs de venir le voir et il se fichait de qui venait. Parce que si 2 professionnels ne pouvaient pas changer la situation, ce n'était pas un problème pour lui et il le ferait lui-même. Mais il lui a dit qu'il préférait aboyer comme un chien plutôt que Xiang renverse le score. Quelques minutes plus tard, le deuxième match a commencé. Le basketball est un sport pour les vrais hommes et Xiang ne pensait pas pouvoir gagner un match avec une bande de perdants, il n'avait qu'à regarder ce que Xiang. La fille aux cheveux roses a demandé à Li de continuer à marquer des points, il a répondu que cette fois l'équipe artistique avait encore moins de temps. Dès que le ballon a été dans les mains de Xiang, il a lancé le ballon, les spectateurs n'ont pas compris pourquoi il faisait cela, parce qu'il était de l'autre côté du terrain. Mais Xiang a lancé le ballon directement dans le filet et son équipe a obtenu les 3 premiers points. Xiang a commencé à jouer plus sérieusement et a facilement dépassé tous les joueurs, lançant balle dans l'anneau. Après quelques minutes, le match était terminé, l'équipe de Xiang avait marqué 111 points et ses adversaires n'avaient pas réussi à marquer un seul point. Personne ne pouvait le croire, mais ces 2 professionnels ont dit qu'il était simplement chanceux et qu'ils devraient rentrer chez eux. Mais Xiang les a arrêtés et leur a demandé qui avait dit qu'il aboierait comme un chien.
dit que ce n'était que de la chance et a proposé une revanche et que si Xiang gagnait. La fille aux cheveux roses a été choquée par sa performance car il jouait comme un vrai génie du basket et si elle pouvait l'avoir dans son équipe serait imbattable. Mais elle ne pouvait rien lui dire car elle se souvenait de leur dispute et maintenant elle devrait l'appeler un gros mari. Xiang lui-même s'est approché d'elle et lui a demandé ce qu'il en était de leur dispute. King Xu répondit que la fille aux cheveux roses ne respectait jamais ses punitions. Mais elle s'exclama avec colère, pense-t-il vraiment qu'elle ne respecte pas ses promesses? Elle l'a traité de gros mari et s'est immédiatement ENF. Après un certain temps, Xiang est venu voir son maître. Zhang a dit que son père n'avait jamais parlé d'arts martiaux parce qu'il ne voulait pas que son fils suive ses traces, mais puisque le fils avait déjà pris ce chemin lui-même, il devait maintenant tenir sa promesse faite à son père. Zhang a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il lui enseignerait les pas de nuage et les doigts pointus. Xiang a été surpris d'entendre parler de la technique des doigts pointus. Zhang a dit que cette technique était la technique préférée de son père. Xiang a demandé si son père était un ancien maître, il voulait donc en savoir plus sur son père. Zhang a dit qu'il n'avait pas encore pratiqué ces deux techniques, et qu'il ne lui enseignerait donc que les techniques internes. Ces deux techniques se concentrent sur les 8 voies du corps humain et la précision de l'attaque. Quand il était enfant, son père lui a enseigné les 8 voies du corps humain. À l'époque, il pensait que c'était juste un passe-temps de son père, mais Xiang ne s'attendait pas à ce qu'à ce moment-là, il posait ses fondations. Zhang a dit que le talent de Xiang est le meilleur et il est certain qu'il poursuivra le travail de son père. King Xu était dans une boîte de nuit et des hommes ont commencé à la draguer et à lui proposer de boire un verre ensemble. Ils lui ont attrapé le bras et elle a essayé de s'éloigner d'eux mais son amie Yin était avec elle, elle lui a demandé de l'aide. Mais il lui a dit de lui promettre qu'elle deviendrait sa petite amie et qu'alors il l'aiderait. King Xu lui a dit, comment peut-il profiter de quelqu'un qui est en danger? Sa petite amie est entrée avec son ami. Yin a dit que King Xu ne pouvait pas éviter les problèmes parce que leur département des sports est très proche, et si elle accepte d'être sa petite amie, il enverra ses hommes ici. King Xu lui a dit en colère de ne même pas y penser. Yin a insisté et lui a dit d'être sa petite amie, mais à ce moment-là, un homme grand et gonflé à bloc s'est approché d'eux, il a demandé à Yin qui était ça. Mais Yin a eu peur de lui et a dit qu'il ne connaissait même pas la fille. Alors l'homme s'est approché d'elle et lui a offert un verre. Mais ses amis l'ont défendu et lui ont dit de ne pas draguer leur ami. Il a commencé à les menacer et leur a dit de partir avant de leur briser le cou. King Xu n'a pas eu d'autre choix que s'appeler Xiang. Bientôt là l'occasion rêvait de mettre en pratique les techniques que lui avait enseigné le maître. Mais surtout, il s'agissait des marches immortelles des nuages errants. À ce moment-là, l'homme avait déjà battu tous ses amis. Il s'est approché de King Xu et lui a dit que l'endroit était bien insonorisé et que même si elle et son ami criaient fort, personne ne les entendrait. Mais à ce moment-là, Xiang était déjà venu au club et avait dit que non seulement personne ne les entendrait, mais que personne ne les verrait, car il avait enlevé toutes les caméras de surveillance. Il ne comprenait pas comment il était possible d'arriver là silencieusement et sans se faire remarquer. Mais Xiang ne pensait qu'à une chose, c'était de tester l'habileté de ses doigts acérés. L'homme ordonna à tous ses amis de l'attaquer et de le battre à mort, mais Xiang les attaqua au même moment avec une vitesse incroyable et en un instant, tous les bandits gisaient inconscients. King Xu et ses amis restèrent stupéfaits s'ils ne s'attendaient pas à ce que Xiang soit capable de se battre aussi bien. Xiang a attrapé leur meneur et lui a demandé si c'était lui qui avait dit plus tôt que la pièce était insonorisée. Donner un coup de pied et la traîner dans cette pièce, il lui a dit que s'il criait de toutes ses forces, personne ne viendrait même l'aider. Après 5 minutes, Xiang est sorti de la pièce et les bandits gisaient inconscients avec de multiples os cassés. Mais à ce moment-là, la police est arrivée car elle a appris qu'il y avait eu un combat de bandits. La police a tordu Xiang mais King Xu a essayé de les arrêter car Xiang les a sauvés. Le policier a dit qu'il l'avait juste emmené pour que Xiang puisse les aider dans leur enquête. Xiang l'a calmé et lui a dit de ne pas s'inquiéter car cet accident ne devait pas être considéré comme une chute mais comme de la légitime défense et qu'il ne lui arriverait rien. À ce moment-là, l'ambulance a emmené le bandit, il a dit qu'il n'abandonnerait pas l'affaire si facilement et lui a dit de contacter le meilleur avocat et Monsieur Liu. King Xu ne savait pas quelles étaient les relations bandites mais elle devait s'en occuper à l'avance. Elle a appelé sa mère et lui a dit que Xiang était dans une mauvaise situation. Mais elle a dit qu'elle était déjà au courant,
elle a dit à King Xu de ne pas s'inquiéter car elle s'en occuperait elle-même. Elle a appelé Monsieur Xu et lui a demandé son aide pour sauver un homme. Xu lui a dit que si ce n'était pas très important, il ne pouvait rien faire. Elle a dit que l'homme a secourir le fils de Monsieur Long. En entendant cela, Xu a été choqué et a dit qu'il allait se renseigner et l'aider. Quelques heures plus tard, Xiang est sorti du poste de police, mais cela lui a semblé très étrange car ils ont dit qu'ils voulaient le poursuivre pour coups et blessures, mais ensuite, ils l'ont laissé partir après un appel téléphonique. Soudain, il a reçu un appel téléphonique disant qu'il était un gars qui était soudainement devenu bon au combat. A-t-il vraiment rencontré Zhang? Xiang a répondu que c'était la tante et qu'elle l'avait aidé dans cette situation avec la police. Il a dit que Zhang était maintenant son maître. Elle a dit qu'elle le pensait. Elle a pris rendez-vous avec lui demain car elle voulait lui parler. Xiang n'a pas compris ce que sa tante voulait dire. Le soir, Xiang est allé dans un café pour simplement dîner, mais à ce moment-là, deux filles se sont approchées de lui et lui ont demandé si elles pouvaient s'asseoir à côté d'eux. Xiang a répondu qu'il était honoré de dîner avec deux belles filles. Mais la deuxième fille lui a demandé de ne pas flirter avec elle, parce qu'il pouvait simplement dire oui. Mais son ami lui a demandé de ne pas être si impoli, parce que ce type est juste gentil. C'est alors que Xiang l'a traité de malade. Elle s'est mise en colère contre lui et lui a dit qu'elle le mettrait en prison pour harcèlement. Xiang lui a dit qu'elle avait tort, parce qu'il ne l'avait pas harcelée et avait simplement dit qu'elle était très malade. Il lui a demandé si elle souffrait d'insomnie, de bouche sèche et de mauvaise humeur ces derniers temps et s'il ne se trompe pas, elle ne vivra pas jusqu'à l'âge de 30. Elle a été surprise et lui a demandé comment elle savait cela. Xiang a répondu que pour être précis, elle ne vivra que jusqu'à 27. Elle a dit, ce n'est pas l'année prochaine, mais son ami lui a demandé de ne pas croire les bêtises qu'il raconte. Bin s'est levée et a dit à son ami qu'elle devait partir car elle ne voulait plus manger, mais son ami a demandé à Xiang s'il y avait des médicaments pour cette maladie. A répondu que Bin était tellement en colère contre lui que s'il lui parlait du remède, elle lui sauterait dessus et te battrait. Mais l'ami lui a demandé quel était le remède. Soudain, Xiang a dit que Bin serait guérie si elle devenait sa femme. Mais l'ami s'est moqué de lui et a dit qu'elle allait changer d'avis. Elle lui a donné son numéro et lui a demandé de l'appeler plus tard. C'est alors qu'elle est embrassée mais Xiang ne s'y attendait. Le lendemain, Xiang était pressé de rencontrer sa tante car il était un peu en retard. Mais dès qu'il est entré dans le bureau de sa tante, il n'en a pas cru ses yeux. Bin l'a également reconnu. La tante leur a demandé s'ils se connaissaient déjà. Bin a répondu qu'elle connaissait déjà ce vaurien. La tante lui a demandé ce qu'il avait fait à cette fille. Mais Xiang a répondu qu'il n'avait rien fait. La tante a dit que de toute façon, Xiang est le fiancé qu'elle a trouvé pour Bin. Xiang et Bin étaient horrifiés et n'arrivaient pas à y croire. Bin a dit, Xiang est-il le grand et majestueux? Le beau et charmant, mais ce n'est pas la même chose que ce qu'elle a demandé. La tante a dit qu'elle ne lui demandait pas de l'épouser, qu'elle voulait juste aider son père à traverser cette période difficile. La famille de Bin l'a remercié pour son aide et ils sont partis. Xiang a demandé à la tante, qu'est-ce que tout cela signifie? Veut-elle vraiment qu'il fasse semblant d'être son fiancé? Répondit que oui, parce que le Merlin est un homme bon, mais il n'a pas d'antécédents et sa fille est poursuivie par Yuan Hao de la famille Yuan et elle lui propose de servir de bouclier pour les aider. Il lui demanda si elle lui faisait vraiment confiance au point de vouloir qu'il se batte contre une famille aussi puissante. Elle a répondu que les tigres n'ont pas d'enfants avec les chiens. Xiang a dit qu'il ne savait rien de ses parents puisqu'elle ne lui dit rien elle-même. La tante a dit qu'en échange de son aide, il lui donnerait quelques informations et lui a dit que sa mère était toujours en vie. En entendant cela, Xiao ne pouvait pas y croire. Il a demandé à sa tante où était sa mère maintenant, mais elle lui a répondu qu'il valait mieux qu'il n'en sache rien. Sa tante lui a demandé de s'occuper de sa fille King Xu si elle disparaissait elle aussi. Le lendemain, après que sa tante lui a dit cela, il n'a pas voulu poser d'autres questions car elle avait une raison de ne pas lui dire. Mais Xiang ne s'attendait pas à ce que sa tante profite de l'occasion pour lui confier une tâche et il a dû accepter. À ce moment-là, un motard a volé le sac d'une fille qui lui a demandé de l'aide. Xiang n'en était que plus heureuse car il voulait évacuer sa colère. Le motard s'est moqué de lui car personne ne pouvait. Mais après quelques secondes, Xiang l'a rattrapé et il n'en revenait pas. Xiang a sauté et l'a frappé de toutes ses. Il lui a pris le sac, mais à ce moment-là, Bin a voulu le frapper,
mais Xiang n'a eu aucun mal à l'arrêter. Xiang a demandé à Bin ce qu'elle faisait. Mais elle l'a traité d'ordure et lui a dit de ne plus jamais l'appeler ainsi, car elle s'appelle Lin Binbin. Elle a sorti sa carte d'identité et a dit qu'elle était officier de police et maintenant il est soupçonné de vol et elle l'a attrapé avec un volet. Mais une fille a couru vers eux et a dit que c'était un malentendu parce que Xiang l'avait aidé et que le motocycliste avait volé. Xiang lui a rendu son sac à main et lui a donné de l'argent, mais elle n'a pas compris pourquoi il donnait d'eux. Il lui a dit qu'il lui avait emprunté de l'argent à l'hôpital pour un taxi et qu'il était temps de rembourser sa dette. Elle se souvenait de lui lorsqu'il avait refusé les 5 millions de dollars. Xiang s'est fâché car elle ne se souvenait de lui qu'à cause de cet incident. Xiang a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps et qu'il devait partir, mais à ce moment-là, Bin lui a dit de rester pour qu'elle puisse prendre sa déposition, Mais il l'a ignoré et s'est enfui. Bin ne comprenait pas comment un homme pouvait courir à une vitesse aussi incroyable. Bin est retournée au bureau et s'est excusée d'être en retard. Elle a dit qu'elle était tombée sur une affaire juste à l'extérieur et qu'elle venait juste d'emmener le voleur au poste de police. Mais elle a revu Xiang, qui lui a demandé avec colère pourquoi elle tombait toujours sur lui. Tata lui a dit que cette fois-ci, elle allait devoir travailler avec lui et que la mission était de trouver l'endroit où se cachait le tueur de niveau 3 et qu'une fois la mission terminée, il pourrait rejoindre le département des opérations spéciales. Bin voulait poser une question mais Tata lui a dit que la bonne chose à faire dans les opérations spéciales était de ne pas poser de questions sur des personnes ou des choses avec lesquelles il n'avait rien. Elle lui a donné des informations sur la personne qu'il devait trouver avant qu'il ne le découvre. Voir puis il doit faire ce qu'on lui dit. Au cours de la nuit où ils sont partis en mission, Bin l'a prévenu que c'était sa seule chance d'entrer dans la division des opérations spéciales et que s'il échouait, elle le ferait souffrir. Il a dit qu'on lui avait demandé de l'aider et qu'elle ne l'avait même pas remercié. Bin s'est exclamé à contre-ségur qu'elle n'avait pas besoin de son aide car il ne pouvait pas l'aider. Xiang a proposé un test et a demandé pouvait deviner ce que l'homme était en train de faire. Bin a vu le col blanc de l'homme et a deviné qu'il venait du bureau ou qu'il était employé de banque. Xiang a dit qu'il pensait qu'il était juste un agent de sécurité, mais elle a dit que les agents de sécurité ne s'habillaient pas comme ça. Xiang a dit qu'il était un agent de sécurité, mais n'a pas dit qu'il était au travail, parce qu'elle ne porte pas des vêtements normaux en ce moment. À ce moment-là, son partenaire s'est approché de l'homme et lui a demandé pourquoi il était ici dans ses vêtements. Il a répondu qu'il travaillait et qu'il n'avait pas le temps de se changer. Bin ne comprenait pas comment il pouvait savoir cela. Xiang a dit que son costume et ses chaussures étaient propres et bien entretenus, ce qui signifie qu'il n'a pas l'habitude de porter un tel costume et que chaque fois qu'une voiture apparaît dans le parking, il ne peut pas estimer la largeur de la place de stationnement. Xiang lui a demandé si elle pensait qu'il était digne de l'aider maintenant. Bin a répondu que dans ce cas, il pourrait continuer à l'aider à trouver. Ils sont entrés dans une boîte de nuit et Bin n'a pas compris comment il pouvait trouver la cible maintenant. Mais soudain, il lui a dit de danser avec lui. Ils ont commencé à danser et Xiang a commencé à chercher la cible, mais il lui a demandé de ne pas bouger de façon si anormale. Bin ne croyait pas qu'il pouvait trouver quelqu'un dans un endroit aussi sombre. Mais Xiang a réalisé que tant qu'il avait ses yeux, il pouvait trouver la cible même dans l'obscurité ou déguisée. Après quelques minutes, Xiang a dit qu'il n'y a pas de cible dans cette pièce Mais Bin a répondu que l'intelligence ne pouvait pas se tromper. Dans ce cas Xiang a suggéré d'attendre encore. Après un moment, il a vu la cible Xiang l'a discrètement informé, mais Bin a dit que la personne ne lui ressemblait pas d'après le profil. Xiang a répondu qu'il avait subi une chirurgie plastique du visage, mais Bin n'a pas compris comment il pouvait être au courant de cela. Soudain, il lui dit de ne pas regarder en arrière car la cible est juste derrière son dos. Après quelques secondes, Xiang l'embrasse, elle lui demande timidement ce qu'il fait, il lui a demandé de ne pas bouger car son comportement n'était pas naturel et la cible les remarquerait sûrement. Leur cible a vraiment senti que quelque chose n'allait pas. Bin lui a demandé ce qu'il devait faire ensuite, elle suggère de contacter leur supérieur, après tout leur mission est de trouver la cible. Xiang dit que chaque membre des sables mouvants a une mission d'assassinat et que s'ils n'interviennent pas à temps, il est probable que quelqu'un sera tué en attendant les ordres d'en haut. Elle lui demande s'il veut vraiment procéder à une arrestation immédiate. À ce moment-là, la cible les regarde à nouveau, mais Xiang l'embrasse à nouveau et lui dit qu'il devrait au moins essayer. Bin dit que c'était son premier baiser. Soudain, le barman lui tend un paquet qui a été laissé spécialement pour lui.
Il rit et commande 2 cocktails de chauve-souris rouge pour les 2 qui sont derrière lui. À ce moment-là, Xiang se rend compte que la cible les avait remarqués. Dans ce cas, elle a décidé de l'arrêter, mais Xiang lui a dit de ne rien faire de stupide. Alors qu'elle commençait à partir, Xiang a vu que quelqu'un voulait s'immiscer entre eux et il n'avait pas tort. Mais Xiang n'a eu aucun problème à. Lorsque Binestel était très en colère parce qu'il l'avait manqué, Xiang lui a dit que c'était leur homme au sable mouvant et qu'il serait étrange qu'elle réussisse à rattraper la cible. Bin était bouleversé et ne savait pas quoi faire ensuite. Xiang lui a tendu les lunettes de les mettre et de ne pas s'inquiéter. Dès qu'elle a mis les lunettes, elle a été stupéfaite. Xiang a dit que sa tante lui avait donné cette poudre de vision nocturne pour qu'il profite de l'occasion. Bin a proposé de continuer la poursuite, mais Xiang était embarrassée et a demandé comment elle allait le poursuivre. Après tout, elle a été découverte parce qu'elle n'était pas naturelle, et maintenant qu'elle porte des lunettes si voyantes, il serait étrange de ne pas être à nouveau soupçonnée. Xiang s'est approché de la fille et lui a offert 500 $, en échange de quoi elle devrait lui donner des parkas et des vêtements. Mais elle lui a dit qu'elle avait de vrais cheveux. Xiang lui a demandé de ne pas faire semblant, oh mais il a des poils visibles. Xiang lui a dit qu'il pouvait obtenir plus de 100 yuan pour ses articles bon marché, et qu'il valait donc mieux qu'il lui vende ses articles, sinon il appellerait la police. Il a enlevé tous les vêtements et lui a proposé d'acheter un soutien-gorge à un prix avantageux. Xiang lui a remis les vêtements et lui a dit de mettre car c'était la seule façon de continuer la surveillance, mais Bin a dit que c'était trop grossier et qu'elle ne voulait. Xiang a dit que si elle voulait faire partie de l'équipe des opérations spéciales, elle devait le faire. Après quelques minutes, elle s'est changée et a dit qu'elle était prête à tout. Bin a dit qu'elle s'est ridiculisée aujourd'hui et que si la mission échoue, il verra ce qu'elle lui fera. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés au karaoké où leur cible est entrée. Xiang a suggéré d'y aller. Bin lui a demandé si elle était la seule à pouvoir voir avec la poudre de nuit. Comment sait-il que c'est là que la cible est entrée? Il a répondu que c'était son instinct professionnel, il s'en est rendu compte quand il a vu dans quelle direction elle regardait. Mais en fait, Xiang ne pouvait pas lui dire qu'il pouvait la voir sans ses lunettes. Xiang ne pouvait toujours pas voir à travers les murs avec ses yeux, mais à travers le verre de la porte, il pouvait voir beaucoup plus de choses qu'une personne normale. Il s'est approché de la porte et a vu une fille se pencher et dire qu'elle avait laissé tomber une photo de sa petite amie. Mais Xiang a vu que la photo était celle de Ryu, qu'il avait sauvé de la mort, et de sa fille. Xiang a supposé que Ryu était la cible.